tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité journaliste et visage emblématique de BFM TV pendant 14 ans. Elle officie désormais sur Canal+, uniquement au son de sa voix dans En aparté, du lundi au vendredi à 20h30. Après son premier livre, Courage au cœur et sac au dos, sur sa grand-mère tant aimée, Nathalie Lévy vient nous voir pour son nouvel ouvrage, Chers grands-parents, qui donne la parole à 37 personnalités aux éditions Albin Michel. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité sous toutes les coutures sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Nathalie Lévy. Bonjour Cyrielle, merci de m'accueillir. Mais merci vraiment beaucoup d'être mon invitée. Je me sens bizarre parce que je me dis qu'on échange un peu les rôles aujourd'hui. Vous qui avez l'habitude d'interviewer un petit peu peut-être, comme on va le faire aujourd'hui, vos invités. On va donc changer de chaise et donc on va apprendre à vous découvrir pour qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Et alors le début, toujours le début. Nathalie Lévy, vous êtes née le 22 novembre à Paris. Vous avez un frère cadet, Grégory, devenu depuis avocat pénaliste. Comment était la petite Nathalie ? Je crois que j'étais tout le contraire de mon frère qui lui avait besoin d'un encrier pour parce qu'il avait une sorte de passion comme ça pour l'écriture et moi j'étais plus fantasque. Je pense que j'étais très j'avais de l'appétit pour tant la mode que la musique, voilà, des choses de petite fille finalement. Je jouais beaucoup, je créais beaucoup de scénarios. Oui, je me souviens que je créais beaucoup d'histoires toute seule et beaucoup de scénarios avec les Barbie à l'époque, c'était voilà. Et j'étais très proche déjà de ma grand-mère évidemment, de ma maman aussi, beaucoup de chamaillerie avec mon frère, mais que j'aime infiniment et qui voilà, et qui m'équilibre aussi beaucoup en grandissant, en tout cas qui lui par son statut d'avocat peut-être et puis une manière de se construire me rassure pas mal. Et puis un papa qui m'a appris à conduire pour ainsi dire, voilà, qui quand j'étais petite me poussait peut-être un peu dans mes retranchements aussi, ou alors peut-être que je me suis aussi construite parfois dans des moments d'opposition, comme on peut l'être gamin, parce qu'on a envie de s'émanciper ou de tracer sa propre route déjà. Et voilà, dans une famille très aimante, je pense avec un équilibre, enfin rien de dysfonctionnel de mémoire en tout cas. De mémoire. Est-ce qu'on peut dire toutefois, parce que je vous ai beaucoup entendu parler de femmes, beaucoup ces histoires de femmes, notamment du côté de votre grand-mère, qui pour le coup a été une femme, une famille peut-être matriarcale, puisque son mari est, je crois, parti très tôt. Et donc, elle a éduqué ses 4 enfants seule. Alors, c'est 2 filles, pour être tout à fait exact, ma maman et ma tante, et ensuite nous, les 4 petits-enfants, dont elle était très proche. Alors moi, étant l'aînée des 4 petits-enfants... donc 2 et 2. Voilà, ouais. Peut-être a-t-elle jeté son dévolu sur moi et moi sur elle. Je ne sais pas comment ça s'explique. C'est une histoire de timing ou effectivement c'est plus organique que ça. Toujours est-il que c'est une femme qui m'a accompagnée très tôt, à quelques semaines, voilà, j'avais quelques semaines, elle me prenait déjà dans ses bras et elle s'investissait pour moi. Oui, c'est vraiment une ronde de femmes. Il y a vraiment cette notion-là. Ma grand-mère, donc veuve à 29 ans, des racines d'Algérie, arrivée en France avec des frères et sœurs, mais qui eux ont des foyers encore avec le couple qui pour le coup existe. Elle se construit avec ses 2 filles et elle avance dans la vie uniquement avec ses 2 filles. Donc fatalement, voilà, le lien ne peut qu'être plus resserré. On peut qu'être dans cette filiation et dans cette importance comme ça de la mettre. En tout cas de nous, je pense qu'on l'a fait de manière totalement spontanée et inconsciente, mais de la mettre un peu au cœur de nos vies pour compenser, je ne sais pas. En tout cas, par amour, ça c'est sûr. On va continuer à en parler dans un instant, mais on va progresser tout du long de votre carrière. Vous démarrez par des études de droit à l'université d'Assas. Vous faites la connaissance d'un étudiant qui démarre un magazine gratuit. C'est là que naît votre naissance, bizarrement, vous voyez votre naissance. Peut-être que vous naissez justement, votre vocation en tout cas naît là.
Oui, en tout cas, j'avais vraiment cette gourmandise. J'avais vraiment cette envie, cette appétence. Je savais pas par quel biais il fallait le prendre. Ce qui est sûr, c'est que en droit ou en droit immobilier, parce que mes parents étant dans cette spécialité-là, ils avaient à cœur que j'embrasse le droit immobilier. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'était définitivement pas pour moi. Et je cherchais un biais. J'avais aucun contact, aucun réseau, rien dans ma famille. Je suis ni la nièce de Bernard-Henri Lévy, encore moins celle de Marc Lévy, malheureusement. Donc aucun biais, et il s'avère que oui, c'est ce garçon qui monte un gratuit. Je me greffe à leur petite équipe, et là on part faire à l'époque le tour des animateurs. Alors c'était Charlie et Lulu qui à l'époque cartonnaient. Voilà, c'était Ophélie Winter, etc. Et donc je vais tendre le micro à ces gens-là, Stomy Bugsy, je sais pas si ça vous parlera. Bien voilà. sûr. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que je commence à faire des interviews, des entretiens. On va sur des festivals, on est là, on se greffe à chaque fois pour essayer d'avoir l'interview. Pas simple, hein, autant vous le dire, puisqu'on est vraiment des bleus. Hein. Mais on arrive à faire un joli magazine, et puis ça périclite assez vite parce qu'on a très peu d'annonceurs, donc on n'arrive pas à durer. Mais c'est un joli commencement. Vous parlez de bleu, on va voir que vous allez épouser ce micro qui est bleu, qui est devant vous. Mais d'abord, vous sortez diplômé d'une licence de droit, vous intégrez alors l'Institut français de presse, vous enchaînez les stages, notamment Canal+, chez qui vous retournez aujourd'hui. Donc c'est bizarre que parfois on revient toujours au début, toujours le début. Et les piges papier en presse quotidienne régionale, vous intégrez l'équipe de la radio française de Jérusalem, Kol Israël, et notre belle maison, qu'est Radio J. Quel souvenir vous gardez de ces premiers postes? Alors, c'est vrai que quand on y repense, Canal+, c'est effectivement, je crois que c'est vraiment mon tout premier stage en plus, dans les médias. Donc c'est rigolo. À l'époque, il y avait encore Daphné Roulier, je m'en souviens, qui faisait le journal, et même Patrice Arditi, Debout. C'était des mini JT du matin notamment. Je me souviens de pas me sentir évidemment très à l'aise, d'être très emprunté, surtout à Canal, parce que c'était un peu fantasmagorique, quoi, forcément. Ensuite, je pars effectivement en Israël, qui est sans doute la grande expérience de ma vie. Kol Israël, la voix d'Israël, à Jérusalem, au fin fond d'une petite rue comme ça, avec à la fois une pesanteur, quelque chose de très lourd quand même quand on arrive de Paris, qu'on connaît pas nécessairement bien la ville de Jérusalem. C'est une ville qui est chargée évidemment d'histoire, de conflits, évidemment de divorce entre guillemets, enfin de rupture, donc de menaces. Donc il y a tout ça aussi à empoigner. C'était pas simple tous les jours. Néanmoins, je faisais l'aller-retour à Tel Aviv puisque c'était là-bas que j'étais basée. Donc Tel Aviv, c'est l'urgence, c'est la vie, c'est la mixité, c'est l'énergie. Il y avait tout ça, et c'était hyper dense, c'était hyper riche. J'ai rencontré des gens formidables, Daniel Kriegel, Daniel Tabor, je me souviens parfaitement. Et puis non, c'est une expérience à la fois humainement et professionnellement d'une grande importance. Est-ce que c'est l'opportunité qui a fait finalement, Nathalie Lévy, que vous vous êtes rapprochée de l'actualité internationale, puis par la suite de la politique, où il y avait ce terreau chez vous, en vous? Non, je crois pas. Pour être tout à fait sincère, parce que j'aime pas le storytelling, je sais pas bien ce que je cherchais. J'avais effectivement une appétence pour tout ce qui était géopolitique. J'avais envie d'être sur le terrain, et tant qu'à faire sur le terrain à l'international, voilà, au-delà des frontières. Voilà, j'avais cet appétit-là, mais de vous en dire plus, ce serait mentir. J'avais envie de raconter des histoires. C'est ça. Finalement, vous avez invoqué votre petite fille que vous étiez, oui, c'est vrai. Puisque l'envie de créer des scénarios, des scénarii, on dira ce qu'on voudra. Oui. Et puis voilà, vous couvrez l'actualité brûlante de la seconde intifada, beaucoup d'événements évidemment. Votre envie profonde, c'est les gens, le terrain, pour les faire parler, pour savoir qui ils sont. On va voir que c'est finalement le fil rouge avec ce que vous faites aujourd'hui. Vous devenez reporter indépendant, donc depuis Jérusalem, vous proposez vos premiers reportages à BFM Radio, avant finalement que la radio ne vous embauche à Paris. Vous avez 25 ans, et là vous apprenez vraiment votre métier en faisant de tout. Jusqu'à même des émissions de loisirs et de voyage. Ouais, mais déjà, je voudrais rendre hommage à Radio J, parce que c'est là où j'ai tout appris. Moi, je considère que c'est ici, chez vous, que j'ai tout appris, aux côtés de Michel Zerbib, Néolo Cohen, Philippe, évidemment Sinclair, qui est là, derrière la vitre, et qui me suit depuis quelques années maintenant. Il me voit évoluer, grandir et vieillir.
Donc voilà, j'ai vraiment tout appris ici et je dois une fière chandelle à Michel et à Nélou parce que je savais pas bien. Vous savez, le cycle de journalisme que j'ai suivi moi à l'Institut français de presse à Assas, c'est un cycle hyper théorique à l'époque. Donc je sors de là, je sais pas bien faire véritablement. Donc j'apprends beaucoup à Col Israël, j'apprends beaucoup à Radio J. D'ailleurs, vous m'envoyez même à l'époque au Parlement européen, donc à Strasbourg pour une émission mensuelle. C'était à l'écoute de l'Europe. Je fais la matinale, je fais à peu près tout. Et puis c'est vrai, BFM où les choses se densifient encore et où je fais en radio une émission effectivement qui s'appelait Good Luxe, qui était effectivement sur les loisirs, le luxe, les tendances, etc. C'était très agréable, c'était délicieux à faire. Et puis l'info, j'allais dire à tous les étages, sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, terrain, économie, présentation très vite. Je me retrouve très vite quand la chaîne BFM TV est montée. Je me retrouve très vite en fait à faire des remplacements en présentation, alors qu'on m'avait pas prévu en présentation, mais en reporter. Et très vite au pied levé, un matin, je me souviens, on m'appelle et on me dit bon alors, tu vas devoir faire le JT de 18h là. Ah bah non, je ferai pas le JT de 18h, je sais pas faire. Ah bah si. Et puis voilà, vous et ça remplacez commence comme ça. Rutel Ouais, absolument. Ouais. Donc dans la foulée, BFM TV se crée, on est en 2005. Vous présentez Info 360 entre autres, avant de présenter 2 éditions le soir. Vous allez par la suite quitter la chaîne pour rejoindre France 5 en 2009 dans l'émission quotidienne C'est à vous d'Alessandra Sublet avant de revenir à BFM TV. Un an plus tard, en 2010, vous y présentez plusieurs éditions du soir, Info 360, mais aussi News et compagnie. Ouais. On est en train d'entendre le générique sous différentes tranches horaires jusqu'en 2019, 14 ans au service du Art News, avec notamment à vos côtés Édouard Saint-Étienne ou encore Bertrand Adé, que nous embrassons sur la route, cela marque. Quels sont vos plus grands souvenirs de télé et humains ? Et puis Ronald Guintrange aussi, qui était mon co-présentateur pendant un temps, que j'affectionne beaucoup. Que nous avons reçu. Et c'est vrai, Bertrand Adé, c'est un de mes piliers. Alors BFM, c'est plus qu'une aventure. C'est vraiment une tranche de vie. C'est vraiment constitutif aussi de ma personnalité. C'est un autre aspect de ma personnalité, mais c'est ce qui m'a façonné. Donc ça me solidifie, ça me consolide, ça me donne évidemment une ouverture sur tant de sujets sur lesquels je serais pas allée nécessairement, et puis des moments incroyables. C'est l'annonce de la mort de Michael Jackson alors qu'on rend l'antenne avec Ronald, on se regarde, on n'y croit pas et effectivement on va faire la nuit dessus. Donc vous imaginez, c'est la libération d'Ingrid Betancourt où c'est pareil, je suis en spécial et je prends la main et voilà, c'est des grands moments comme ça. C'est bien sûr des choses plus tragiques, c'est les tours du World Trade Center et donc je pars. Alors je partirai pour les commémorations, mais en tout cas je pars sur place avec des directs à n'en plus finir sur les toits des buildings qui font face à la zone qui a été dévastée. Donc c'est des moments fous, c'est vertigineux, c'est un rythme effréné. C'est bien sûr ensuite les attentats de 2015, les gilets jaunes, ensuite ce sera le Covid à Europe 1, enfin le confinement, etc. C'est ça, c'est l'info comme on la traite dans une chaîne info et vous connaissez ça aussi. C'est vertigineux, c'est à la fois anxiogène, à la fois ça nous nourrit, on est rempli de ça, on mange info, on dort info, on boit info, enfin voilà, il y a pas un instant de ma vie où j'ai pas les alertes, où j'ai pas un article, où j'ai pas accès à ce qui se passe dans le monde. Donc c'est à la fois extrêmement formateur et plus encore, et on est un peu des robots dans un hamster, quoi. Est-ce que finalement, à un moment donné, Nathalie Lévy, quand on fait du hard news comme ça, qu'on a l'impression de parler justement de la masse, des gens, de la population, finalement des chiffres à la place des noms, on n'a pas justement envie de se rapprocher vers soi, finalement, vers cette grand-mère que vous alliez voir tous les jours, le matin, avec cette réalité qui, vous le savez, en journalisme, on dit toujours qu'on est, la comparaison n'est pas bonne, mais on est toujours plus sensible aux chiens de la voisine, qu'à ces millions de morts face à nous à des milliers de kilomètres. Est-ce que cette réalité-là, elle devient pas plus forte et vous avez pas envie d'être plus vous-même ? Si, je pense que très clairement, il y a de ça. Il y a quelque chose de très désincarné dans l'info en continu. J'allais dire presque déshumanisé. En tout cas, oui, on raconte le monde. En plus, dans une chaîne info, la star, c'est l'info.
Et puis, quand on est présentateur, on n'est pas sur le terrain. Alors, je l'ai été, hein. Pour autant, ensuite, finalement, je passe davantage de temps sur un plateau et face à une caméra en studio, donc dans un confort relatif, hein, ouais. qu'à tendre mon micro à des gens, à des histoires, à des trajectoires, à des sensibilités. Et je pense qu'effectivement, j'ai vraiment cette dualité chez moi, à la fois de vouloir raconter le monde, mais surtout, c'est pas une dualité, je pense que c'est complémentaire. J'ai besoin de raconter l'humain ou de faire parler davantage l'humain que l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Vous voyez la différence? Et je le vois très bien. Et alors, vous allez démarrer par un premier livre en 2020, Courage au cœur et sac au dos, aux éditions du Rocher, qui décrit cette relation complice que vous avez tant de fois racontée, que vous entretenez avec votre grand-mère Rosine, mais aussi les difficultés qu'implique votre rôle d'aidant familial. On va en parler tout à l'heure en troisième partie d'émission, mais à l'heure, et ça j'ai envie de le savoir, où l'on place nos anciens en EHPAD, où l'on sous-traite finalement cet amour à des étrangers pour soutenir à notre place, cette aide, ce soutien, il était essentiel, logique pour vous. Il était organique en fait, inconscient, naturel, voilà, il y a rien d'artificiel, il y a rien à aucun moment d'organisé. En fait, c'est simplement, j'allais dire, la suite logique des choses. Ma mamie, elle s'occupe de moi dès mon premier souffle. Moi, je m'occupe d'elle jusqu'à son dernier souffle, en fait. Vous voyez, c'est une sorte de boucle qui est bouclée. Et puis c'est notre histoire, nos valeurs, voilà, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Je prétends pas mieux savoir que d'autres. J'ai fait 1000 erreurs. Je me suis attribué aussi un rôle qui n'était sans doute pas le mien. C'est-à-dire que j'ai un peu pris en main les choses. J'avais le sentiment que j'étais peut-être un petit peu moteur avec maman, avec ma tante, et donc j'avais tendance à prendre pas mal de décisions. Bon, il s'est avéré que ça a plutôt fonctionné, heureusement pour moi, mais ça aurait pu être une déroute totale. Toujours est-il que, la famille, pour moi, j'ai été élevée dans ces codes-là, dans ces valeurs-là. Mon papa, et c'est marrant, hein, parce que on n'imagine pas hein, que ses parents vont avoir cette forme de symétrie, mais mon papa s'est occupé de sa maman, pareil, jusqu'à son dernier souffle, et avec même un engagement qui était presque incohérent pour un homme adulte de 50 ans, 60 ans passés, qui est encore au chevet de sa maman avec autant de régularité. C'était presque déroutant. Toujours est-il que voilà, on a fait les choses de manière organique, avec le cœur, avec cette dépendance, parce qu'en fait peut-être que les choses viennent aussi de là, Cyrielle, c'est que nous, on avait une dépendance. Quand je dis nous, c'est ma tante, ma mère et moi. On avait une dépendance vis-à-vis de cette femme. Moi, j'ai une dépendance affective toute ma vie. Je suis dans Gisèle Halimi parle de passion totalitaire, mais je suis pas loin de ça. Elle est notre ancrage, elle est notre phare, elle est notre supplément d'âme à toutes les trois. On va s'épancher auprès d'elle, etc. Même quand elle a passé 90 ans, c'est à elle qu'on demande des conseils quand même. Bien sûr. Donc, c'était le pilier de cette famille, et sans doute vous aviez justement ce radeau comme ça dont vous étiez proche, parce que vous étiez la première. Et c'est vrai que le droit d'aînesse, comme j'ai tendance à dire avec la grand-mère, quand on est une fille, est très important, et je sais de quoi je parle parce que je le vis tout comme vous. Est-ce que vieillesse rime forcément avec tendresse, avec sagesse, alors que nous sommes peut-être aussi un peu plus durs avec nos propres parents? Oui, on est plus dur avec nos propres parents parce que alors le saut des générations permet effectivement un amour désintéressé, un amour plus tendre, un amour plus protecteur aussi, dans les deux sens d'ailleurs, hein, du grand-parent vers le petit enfant et l'inverse. Avec les parents, il y a un peu aussi, on se construit aussi un peu en opposition vis-à-vis de ses parents à un moment. Et puis les parents, ils sont actifs, ils sont occupés, ils ont une charge mentale, ils veulent que les devoirs soient bien faits, ils veulent qu'on ait débarrassé le lave-vaisselle, que sais-je. Donc le rapport est d'emblée différencié. Avec un grand-parent, on est uniquement dans le don et dans la réception. Et puis c'est désintéressé. Donc voilà, tout ce qui se fait, tout ce qui est dit, qu'on apprenne à tricoter avec sa grand-mère, ou qu'on lui passe de la crème sur les jambes. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on le fait simplement parce qu'on en a envie et parce que voilà, quand la relation se passe bien, hein, encore une fois, je vais pas ériger mon histoire en modèle. Quand on a la chance d'avoir cette filiation et cet amour-là et cette connivence-là, c'est des gestes finalement très gratuits, comme de l'ordre de ce qu'on fait avec un tout petit enfant.
Nathalie Lévy, votre grand-mère est partie à 90 ans et demi en novembre 2021, juste après votre anniversaire finalement. J'ai employé le mot partir. Est-ce que ce terme, il est exact? Est-ce qu'il vous convient? On dit on part, on quitte ce monde, on meurt, on décède. Est-ce qu'il y a une importance dans ce terme-là? Comment vous voyez les choses? C'est très compliqué. D'abord, je pensais que je serais incapable de me remettre de son départ. Moi, je savais que je serais une apatride. Voilà, je pensais vraiment que je ne me relèverais pas. Et en fait, je me suis découverte une force que totalement, même pas mésestimée, totalement inconnue. Je pouvais pas rentrer dans un cimetière. Maintenant, je vais au cimetière pour elle, toute seule. Alors qu'il aurait fallu que je prenne mon frère par le bras ou mon père par le bras. Maintenant j'y vais toute seule. C'est mon moment à moi. 8h30 du matin, une fois que j'ai déposé ma petite à l'école, je vais au cimetière. Je vous dis pas que j'y vais tous les jours. Mais finalement, vous continuez à aller la voir comme vous le faisiez avant. Oui, exactement. C'est mon moment à elle, à moi. Je l'embrasse. J'embrasse. Voilà, j'ai des gestes que je ne soupçonnais pas. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui, Nathalie Lévy, d'avoir tout vécu avec elle? Ouais, c'est sans doute pour ça que j'arrive à mettre un pied devant l'autre. Je pense que et Philippe Sinclair, qui réalise cette émission et qui est derrière la vitre, connaît bien ces rapports-là. Je pense que si j'arrive à relever la tête et à avancer, c'est d'abord parce qu'elle nous a insufflé une force considérable, mais au même titre que ma grand-mère maternelle, que ma grand-mère paternelle, qui a été aussi très présente dans ma vie et qui était une femme vaillante, parce que c'était ça vraiment la caractéristique de ces deux femmes. Mais Rosine, elle nous a insufflé une force dingue. Elle craignait beaucoup pour moi. Elle disait beaucoup, Nathalie, il faudra l'entourer parce qu'elle tiendra pas. Elle avait vraiment peur pour moi en particulier. Elle le disait souvent. Et puis quand Faustine, évidemment, ma petite, est arrivée dans ma vie, ça l'a beaucoup, je pense, allégé. Et puis ensuite, je pense qu'on est allés au bout toutes les deux de ce qu'on pouvait faire. Elle a tenu au maximum de ses possibilités. Elle était une dame très 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 âgée et très fatiguée. Elle avait très envie de retrouver Maurice, son époux. Et puis nous, on tirait par tous les fils parce qu'on voulait la garder, mais ça devenait presque égoïste. Parce que pour elle, ça devenait vraiment insurmontable. Et Et on a été très entourés, et notamment par Jimmy Mohamed, le médecin Jimmy Mohamed que vous connaissez bien et qui est formidable, qui nous a permis de maintenir mamie, je pense, plus d'une année. Au-delà de ce que les hospitaliers nous accordaient. Et je pense que c'est ce qui fait effectivement que j'arrive à trouver la force et à me nourrir d'autres choses. Et alors attention, quand je dis me nourrir d'autres choses, c'est que elle me nourrit, elle est ma colonne vertébrale, et j'arrive maintenant à me déployer autrement, des choses que j'avais étouffées ou que j'avais laissées de côté, que j'arrive à faire germer aujourd'hui. Nathalie Lévy, vous avez dit dans la presse que ce livre était finalement une publication quoique impudique et peut-être un peu déroutante pour vous. Je suis ravie de la manière dont vous avez parlé de votre grand-mère. On va continuer à dérouler dans un instant ensemble. On va parler bien évidemment de ce livre pour lequel vous êtes venus, chers grands-parents, qui est encore une fois dans la continuité de ce que vous venez d'évoquer. Il est aux éditions Albin Michel. Dans un instant également, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent sur l'antenne de Radio J. Mais tout de suite, le rappel des titres. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sénic. Rebonjour Alexandra. Rebonjour. Cyrielle à la une en Israël. Yom Yerushalayim sous haute tension pour les forces de sécurité alors que le début de la marche des drapeaux est imminent à Jérusalem. Selon la police, 10 personnes ont déjà été arrêtées pour trouble avant la marche du drapeau. Ce matin, des fidèles juifs se sont rendus sur le mont du Temple. Ils ont hissé le drapeau israélien en chantant la Tikva. Des visites sous tension alors que de violents affrontements ont déjà éclaté entre des marcheurs juifs et des résidents palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem en début d'après-midi. Des milliers de personnes
personnes sont attendues à ce défilé traditionnel. Une journée redoutée par les forces de sécurité car elle est synonyme de tension entre Israéliens et Palestiniens. Pour la communauté arabe, ce défilé sonne comme une provocation et le Hamas a d'ailleurs menacé l'événement sur les réseaux sociaux. Le groupe terroriste qui invite les fidèles musulmans à se rendre à la mosquée Al-Aqsa aujourd'hui. Le porte-parole de la police, Eli Lévy, affirme qu'aucune menace concrète de tir de roquettes n'existe à ce stade. L'actualité internationale en Tunisie, le président Kais Saied prône la tolérance et s'engage à protéger les juifs du pays. C'est ce qu'il a affirmé hier lors d'une rencontre interreligieuse, mais il a cependant refusé de parler d'attentats antisémites en évoquant l'attaque de la synagogue de la Griba. La guerre en Ukraine, Kiev fait état de frappes sans précédent sur Kiev pendant la visite d'un diplomate chinois tôt ce matin. Des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne et des drones de reconnaissance ont ensuite survolé la capitale ukrainienne. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve dans 30 minutes à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause. C'est la suite de notre émission avec Nathalie Lévy et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Léa Moscona. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique, culture, société, santé, judaïsme et histoire. On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h. Radio J. Radio J. Salut, c'est Nina Azoulay. Je vous retrouve pour mon spectacle le samedi 20 mai à 21h30 à l'Apollo Théâtre de Paris. En fait, je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont hyper sexy, qui sont hyper belles. Vous savez, c'est le genre de meuf qui sent la féminité. Moi, je sens la brioche. Vraiment, c'est... Retrouvez-moi dans tous les comédie clubs parisiens, mais aussi sur mes réseaux sociaux, nina.azoulay. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Tour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Nathalie Lévy pour son livre Chers grands-parents aux éditions Albin Michel. Et on en parlait il y a quelques secondes évidemment. On va continuer à progresser évidemment. Nathalie Lévy, vous avez dit je m'éloigne de l'info pour aller vers l'humain. C'est alors ce que vous allez aller chercher après ce livre avec un podcast et une fiction télévisuelle sur les aidants familiaux pour France Télévisions, mais aussi avec une émission plus humaine et entière, avec une véritable mise en lumière, mais sans votre visage pour finalement vous effacer au profit du propos dans En Aparté. Alors bien sûr, vous avez eu vent de la résurrection de cette émission culte dont vous étiez vous aussi inconditionnel, En Aparté, initialement menée par Pascal Clark de 2001 à 2007. Et vous êtes allé frapper aux portes pour devenir la voix, puisque parfois il faut aller chercher ses rêves. Oui, mais vous faites le choix professionnel de ce qui vous ressemble davantage et c'est peut-être aussi un luxe. Je pouvais pas résister à l'appel de ce programme. Je sais pas ce que vous en pensez, Cyrielle, mais on l'a regardé un peu religieusement, non ? Évidemment. Et un format incroyable, une voix, une capacité à faire sortir des choses des invités, etc. Et donc, vous savez, on parle de l'alignement des planètes. Je sais pas s'il y avait un alignement des planètes. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où j'ai le sentiment de me reconnecter ou de me connecter enfin avec mon moi profond, il y a cette porte qui s'ouvre et oui, en tout cas qui s'entrouvre parce que je connaissais personne dans ce groupe du tout, ni à l'info, ni à la fiction, ni dans aucun département, et que je vais candidater comme une grande en mettant toutes les chances de mon côté et puis en me présentant aussi sous un jour peut-être qui a été le bon, c'est-à-dire que j'ai moins mis en avant la nana de l'info. J'ai raconté qui j'étais fondamentalement, j'ai raconté mes racines, j'ai raconté mon
mon héritage, mes engagements, et c'est peut-être ce qui a fait la différence. C'est ça, tout était lié. De toute façon, vous étiez déjà dans ce cheminement. Plus de télé, mais de la radio. Plus de télé et radio, mais de l'écrit. De la télé, mais sans votre visage, mais juste le propos. À mon avis, c'est ça qui a fait la différence. Vous êtes donc désormais à la présentation de ce beau programme quotidien en aparté du lundi au vendredi à 20h30 sur Canal+, où des artistes déambulent dans cet appartement rempli de leurs souvenirs, des choses aussi qu'ils aiment ou qu'ils ont tant aimé. C'est votre 2e saison. L'audience est là, en moyenne 200 000 téléspectateurs chaque soir. Plus de 3 millions de visionnages en replay sur MyCanal, c'est merveilleux. Il y aura une 3e saison? Mais j'espère. Vous savez, tout se dessine et se décide là au moment de Cannes, juste après. Non, alors on est même très au-dessus de 200 maintenant. Typiquement, là, je viens de recevoir Maïwen, avec qui j'ai eu un entretien, parce qu'on n'est pas dans une interview, on est vraiment dans un dialogue, dans une conversation. On a fait une émission, je pense, assez forte, et voilà, on était plutôt autour de 500 000, et c'est vraiment des scores importants pour Canal+, en clair, parce que Canal+, bien sûr, aujourd'hui, c'est le cinéma, encrypté, etc. Donc c'est pas anecdotique. On a fait une très belle saison 2, on a de magnifiques invités. On ouvre aussi à l'international avec un Jeff Goldblum. Je me permets de vous dire, je suis très admirative de l'émission avec Jeff Goldblum, qui lui aussi était très heureux de cette émission. Je crois qu'il était d'autant plus heureux que lui, qui a aussi sa propre émission aux États-Unis, où il est animateur, où il présente comme ça des nouvelles tendances, et même la genèse en fait de la tendance en question. Là, il était, alors il fait le show, mais il était quand même désarçonné. Complètement. Allez-y pour désarçonner des Américains. Bien sûr qu'il était content. Je me suis demandé si à un moment donné il allait pas vous dire est-ce que je peux adapter le format aux États-Unis. Mais je me suis posé la question aussi, vous voyez, c'est marrant parce que je me dis c'est hyper tentant pour eux d'avoir un format comme celui-là. Alors après il y a peut-être une notion d'ego. Il faut pas perdre ça de vue. Après, vous savez comment ça se passe, Nathalie Lévy. On change une petite virgule dans un format et on peut le reprendre et c'est rapide. Non, mais je pense qu'il, à mon avis, ça a dû le titiller. J'imagine bien. Pierre Ninet aussi, qui brûle un César. C'est, je pense, un moment en fait, il le brûle mythique. pas, heureusement, mais il le met pas loin, surtout. Ouais. Et voilà, et c'est savoureux parce qu'on joue le jeu un peu tous les deux. Moi, je fais la candide. Je dis non, mais pitié, arrêtez. Et puis lui, il insiste. Bon, ça fait partie rien n'était préparé, Alors pour le coup, il m'a vraiment cueilli. Je me suis demandé. Non, absolument, rien n'est jamais préparé, jamais. Nous, on prépare des surprises aux invités, ça c'est vrai. Voilà. Pour Gad Elmaleh qui est venu une seconde fois, je suis allée taper à la porte de Judith Elmaleh, sa sœur. On a fait une séquence avec ses parents. Il y a cette petite pré-interview où vous allez quand même enquêter. Voilà, ça on peut le faire ponctuellement, mais voilà, quand il y a un happening entre guillemets dans l'émission ou qu'ils essayent comme ça de me cueillir, ou que Benoît Poulvorde part de manière très précipitée parce qu'il a une envie pressante, ça je peux vous dire que c'est absolument pas préparé. Ah bah ça j'imagine bien. De toute façon, à anticiper c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, quand il prend la poudre d'escampette, je me dis c'est pas possible, il blague. Il blague pas du tout. Vous pouvez pas le rattraper, ça c'est certain. Certainement des moments qui vous ont marqué, évidemment, Nathalie Lévy, tout comme ces échanges dans ce livre, évidemment, Chers grands-parents aux éditions Albin Michel, qui a été en réflexion depuis le confinement. Vous avez décidé de donner la parole encore une fois à des artistes, d'aller à leur rencontre, ces personnalités, évidemment, qui ont tant aimé encore une fois leurs aînés comme vous, dans ce second ouvrage. C'est un livre qui a quelle vocation, quel but pour eux et pour vous? Vous savez, il y a une phrase qui dit en substance pas question que les vieux meurent deux fois. C'est pas une citation, mais pas question que les vieux meurent deux fois, qu'on les enterre et qu'on les oublie. Voilà. J'ai un peu tendance à m'accrocher à ça, et j'avais à cœur. Parce que moi j'en avais dit suffisamment sur ma propre histoire et que je flirtais quand même avec l'indécence. Enfin, c'est quand même, vous connaissez l'info, vous connaissez les médias, vous savez très bien que quand on est à l'info, on se raconte pas. Oui. On est dans le factuel, on n'est certainement pas dans l'émotionnel. Donc j'avais quand même des grosses difficultés avec moi-même pour se dire j'y vais, je balance, je raconte ma vie, mes émotions, mes faiblesses, mes ratures, tout ce que vous voulez. Et donc une fois que j'ai fait ce premier ouvrage, je me rends compte quand même que ça a suscité un intérêt, une curiosité, une émotion. J'ai pas mal d'artistes ou de personnalités qui m'ont contacté, qui ont été touchés. Ça faisait écho évidemment à leur histoire. Voilà, en fait, je prends mon téléphone à ce moment-là et je me dis moi j'en ai
de toute façon suffisamment dit, mais il y en a plein qui ont des vraies histoires avec leurs grands-parents. Et j'avais l'impression, je sais pas si c'était, vous savez, c'est toujours pareil, on voit davantage de choses quand on est soi-même au cœur du sujet. Tout à coup, on est plus réceptif. Et là, je me dis, mais tiens, il y a machin qui parle de son grand-père, tel chef qui parle de sa grand-mère, etc., etc. Et je me dis, j'ai envie de prolonger ça. Et puis, de toute façon, pour eux, ce sera dans tous les cas comme un carnet de famille qui reste dans la bibliothèque et qui sera transmis. Ce livre retrace l'importance du lien avec les petits-enfants à travers les interviews et les grands-parents, à travers justement les interviews de 37 personnalités. On découvre les histoires profondes de Yannick Noah qui compte son grand-père paternel, Papa Tara, Simon Papa Tara, dans cette chanson qu'il a chantée d'ailleurs. Sylvie Vartan sur son grand-père paternel bulgare. Robert alias Dédi, Anna Girardot et sa grand-mère Zette et son grand-père Jean-Paul, Patrick Bruel avec ses grands-parents maternels, Céline et Élie dont il adorait les souvenirs, Thierry Marx aussi avec Mémé Francine, Pépé Marcel, Joy Jonathan avec ses grands-parents maternels, Jacob et Anna alias Kaki et Ninette. C'est tellement mignon de voir que ces petits surnoms finalement sont mis au grand jour. Et puis bien sûr, je n'oublie pas Sacha Goldberger et sa célèbre Mamika qu'il a photographié, qu'il a révélé au grand public. Avec une maestria incroyable. Ouais. Tout à fait. Qui vous a le plus touché en réalité, Nathalie Lévy? Bien sûr, toutes les histoires sont touchantes, mais quand vous avez Michel Onfray qui, bien sûr, vous dit qu'il n'a pas connu, lui, ses grands-parents, il y a quand même quelque chose aussi de très touchant là-dedans. Bien sûr, et puis Michel Onfray qui a pas connu ses grands-parents et qui a pas pu vivre ce statut de grand-père, comme il aurait voulu. Il y a des choses très fortes. Il y a Sabrina Ouazani qui se choisit cette grand-mère de cœur, puisqu'il n'y a pas de lien du sang. Qu'elle va voir tous les 24 décembre à 22h. Elle quitte la table familiale pour filer chez elle, chez cette femme qu'elle s'est choisie, qui en fait s'avère être la grand-mère de son fiancé qui est décédé quelques années plus tôt. Elle a un lien avec elle et cette dame l'appelle ma fille. Donc voilà, comme on appelle affectueusement, surtout dans le bassin méditerranéen, ses enfants, ou enfin surtout ses petits-enfants. Je suis sensible aussi à Alexia Laroche-Joubert, qui est une femme puissante, comme on dit, et qui pour autant a grandi avec sa grand-mère, à dormir avec elle d'abord. Elle dormait avec elle, elle a dormi avec elle jusqu'à assez tard. Elle était très attachée à travailler la terre avec elle, à cultiver, à travailler le jardin, etc. Il y avait ça. Il y a Marc Lévy, évidemment, c'est très puissant, Marc Lévy. J'ai aucun rapport avec Marc Lévy, il n'y a pas de filiation. Vous le dites bien, il n'y a pas La seule chose que vous avez en commun, c'est l'accent qui n'y est pas. Qui a disparu, effectivement. Marc Lévy, c'est très fort parce que Marc Lévy, il est encore très attaché à Yvette, qui s'appelle Lily dans ses livres, donc elle existe encore dans ses ouvrages et dans ses romans à Marc. Et il a toujours la photo de cette grand-mère sur son bureau, encore aujourd'hui. Il l'a beaucoup raconté à Louis, son fils aîné. Elle lui a permis de grandir en étant, c'était une femme érudite, qui était aussi fantasque, elle pêchait, elle avait cette petite valise où elle a caché des lettres d'amour, qu'elle n'a jamais envoyées ou qu'elle a reçues, qu'elle n'a jamais ouvertes. Et elle lui a dit à lui, c'est toi qui l'ouvrira, mais le jour seulement où tu retrouveras le sourire en substance. Et il l'a ouverte seulement 15 ans à peu près plus tard. Nathalie Lévy, qu'est-ce que vous avez conclu? Si on pouvait conclure quelque chose de tous ces échanges, une seule chose, un trait en commun. Alors, le trait commun, c'est qu'il y a beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup plus de choses qui remontent à la surface quand ils croient au départ ces personnalités qu'ils ont aucun souvenir. Parce que plein me disent non mais je saurais pas quoi te dire. En fait, je pense que je vais être très court très vite. Et en fait, ça jaillit. C'est vraiment un puissant fond. Je me rends compte d'une chose, je sais une chose, c'est que la transmission, c'est clairement indéniablement le cœur battant de nos vies et que nous ne sommes faits que de ceux que nous aimons, qui est une phrase de Christian Bobin que j'affectionne particulièrement, et que c'est indispensable dans une société en mutation, comme on est en train de le vivre, avec l'intelligence artificielle, avec ce futur qui nous titille tout le temps. En fait, c'est important de regarder en arrière et c'est important de se construire à partir de jalons qui sont aussi puissants. Le modèle des choses à reproduire, à ne pas reproduire, des valeurs, de l'amour aussi. Si vous deviez ne donner qu'un seul mot, que retenez-vous de Rosine aujourd'hui ? Ah non, je peux pas. Il y a pas qu'un seul mot, mais c'est mon éternel, c'est mon irrésistible. Mon irrésistible, voilà. C'est mon supplément d'âme. Nathalie Lévy, un film prochainement ?
J'espère, j'y travaille, 2 peut-être même, mais je suis un peu une boulimique de travail. Et c'est tant mieux. Écoutez, tant que la force est là, on y va, mais non, mais c'est parce que je suis plutôt une agrégée d'anxiété, donc il faut. Et puis mamie, elle a laissé un vide, il faut l'occuper. Quoi qu'on en dise. Donc voilà. Donc oui, j'espère effectivement. Enfin, en tout cas, on travaille et on est très avancé sur l'adaptation de Courage au cœur et sac à dos en fiction télé avec Dominique Farrugia, qui m'a accordé une confiance infinie et avec qui je travaille vraiment. Voilà, dans un plaisir fou et un engagement considérable. Et puis un second film, j'espère, toujours en fiction télé, pour toucher finalement un très grand public, parce que je pense que j'écris un peu dans cette couleur-là, en tout cas, très universelle, et puis je pense un peu pour les femmes, enfin je crois, mais bon, c'est pas immuable. Donc voilà, et là ce sera aussi de l'intergénérationnel, mais il y aura pas d'écart, c'est-à-dire que c'est plutôt une histoire mère-fille, voilà, en tout cas ça peut s'assimiler à une comédie romantique, en tout cas je travaille dessus avec les producteurs des Chemins Noirs de Jean Dujardin, réalisé par Denis Imbert, et voilà, on travaille activement et on verra. De jolis projets. On a parlé film, on a parlé télévision. On va y aller tout droit. On va commencer d'abord par le théâtre, puisque dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et tout de suite, on part au théâtre avec Emma Scali pour parler de nos chers parents. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Nathalie Lévy. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, Nathalie, moi j'avais envie, avec humour, parce qu'il me semble que la question de la famille vous est chère, de vous parler de cette excellente comédie Chers parents, qui se joue actuellement et jusqu'au 15 juillet au Théâtre de Paris en salle Réjane. Alors on veut tous savoir, Emma, racontez-nous l'histoire. Alors, on a Pierre, Jules et Louise qui sont frères et sœurs. Ils s'adorent, ils aiment profondément leurs parents, alors quand ces derniers leur demandent de venir les rejoindre en urgence, parce qu'ils ont quelque chose de très 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 important à leur annoncer, les 3 enfants sont bouleversés, ils craignent le pire. Ils se précipitent pour les retrouver, mais le pire n'a pas lieu, du moins pas tout de suite. En réalité, c'est une merveilleuse nouvelle que Jeanne et Vincent annoncent à leurs enfants. Et pourtant, celle-ci va faire voler en éclats la belle unité familiale. Alors, il y a le suspense. Emma Scali, dites-nous en plus. Alors, cette comédie, elle parle de la famille, bien sûr, mais aussi d'argent. Et c'est un petit peu là que le bas blesse. Elle parle d'argent, d'amour, de reconnaissance et de la place de chacun dans la fratrie. Elle évoque l'impermanence des sentiments, la part d'ombre qui sommeille d'une certaine façon en chacun de nous et ce qu'implique la parentalité. En gros, ça veut dire quoi? Mettre au monde quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on leur doit finalement. Dans cette comédie pleine de rebondissements et qui est écrite avec beaucoup de précision, eh bien, on est tenu en éveil et en haleine jusqu'à la dernière réplique. On projette, on anticipe, on imagine des solutions, on prend à partie celui-là et puis cet autre, et à chaque fois, finalement, on est surpris, et ce, jusqu'à la dernière réplique. Alors, la mise en scène est incroyable. Le spectacle nous permet aussi de nous moquer de nos propres travers, et les comédiens sont formidables. En fait, il y a l'intelligence, de la légèreté dans nos chers parents. Les auteurs parviennent à combiner avec élégance le trivial, et puis ils satisfont d'une certaine façon tous nos instincts, pas que les meilleurs, et il y a du divertissement à l'état pur. Alors les artistes incarnent les personnages sans aucun cabotinage, ils font cadeau au public de leur virtuosité, et tout à la fois est génial. Tous les talents sont réunis, auteurs, metteurs en scène, comédiens, comédiennes. Bref, on passe un excellent moment à partager entre amis ou en famille, sourire aux lèvres, mais à vos risques et périls. Est-ce que vous sous-entendez quand même, Emma Scali, qu'il vaut mieux éviter d'y aller en famille? Alors,
Oui et non. Disons que on peut y aller en famille. Toute la famille peut être conviée à la représentation. Il faut juste être prévenu. Le sujet risque de secouer un peu. En fait, tout sera dit. Il y aura à boire, à manger dans le spectacle. Et comme dans un repas un petit peu trop riche, parfois on risque un petit peu l'indigestion. Pas à cause de la qualité du spectacle qui est vraiment génial, mais à cause de ce qui est dit. Donc attention à la gourmandise, attention à l'indigestion. Et outre l'effet comique, bien sûr, lié au jeu des acteurs qui sont impeccables, il y a évidemment du transfert dans le spectacle. Je vous dis pas quoi parce qu'il faut y aller, mais on se demande, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, qu'est-ce que j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais demandé. Alors évidemment, libre à vous de garder vos réponses dans votre fort intérieur ou de les partager avec les colocataires de votre demeure. Mais dans ce cas, ne vous étonnez pas que certaines scènes observées sur les planches ne se reproduisent au sein de votre maison pour le pire ou pour le meilleur, qui sait. Merci beaucoup Emma Scali. Chers parents se joue actuellement au Théâtre de Paris dans une mise en scène d'Armel Patron et d'Agne Dupagne. C'est du mercredi au samedi à 20h30, les week-ends en matinée bien sûr à 17h et puis à 15h30 selon les jours. Et vous Emma, vous avez en préparation, je le rappelle à nouveau, 2 spectacles. Et pour retrouver cette actualité de comédienne, d'auteur aussi, on vient vous chercher sur Instagram Emma Scali officiel. Et on rappelle ce dernier livre, Série sur le divan. À la semaine prochaine Emma. L'émotion de Nicolas Rafale. Et tout de suite, c'est la chronique donc Émotion de Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Nathalie Lévy. Bonjour Nicolas. Dans cette chronique, nous nous baladons au gré des goûts de l'invité. Démarrons en musique avec le premier choix de la voix d'un aparté. Lucio Battisti, Ancorato. Elle cherche à nous envoûter, c'est sûr, Cyrielle. Nathalie Lévy. Oui, Nathalie Lévy, c'est italien, certo. Lucio Battisti, auteur, compositeur, interprète italien, né en 43, mort en 98, 55 ans. 22 albums et en 76, donc cet Ancora tu, qui est son grand succès, Encore toi. Ses chansons sont influencées par la pop américaine, c'est l'époque évidemment, mais qu'ont-ils de plus que nous, ces Italiens, si ce n'est le charme, la classe, Michel-Ange et les linguine à la vongole. Ce qui plaît à Nathalie dans l'italien, elle qui a fait de la voix son métier, c'est ce timbre, j'imagine si particulier, ce vibrato unique qui fait que même lorsqu'un serveur vous demande si, sur la Piazza Navona de Rome ou installé face au David à Florence, vous savez ce que vous allez commander, alors che vuoi mangiare? Eh bien vous croyez que c'est de l'opéra. Ne m'opposez pas, non, l'argument comme quoi nos meilleurs ennemis auraient échoué à la 4e place du dernier Eurovision, alors que nous on est 16e. Franchement. Nathalie aurait pu nous proposer Adriano Celentano, Eduardo De Crescenzo, Toto Cotugno, Pino Daniel et Paolo Conte, on aurait tout pris de la même manière. À lui demander si ce qui lui plaît dans l'Italie, elle peut nous répondre la fosse des involtures, l'art de l'exagération, la commedia dell'arte, vacances romaines avec Audrey Hepburn, les cigales dans les cyprès à la Villa Médicis, le chant, la danse, l'amour. Nathalie est une vraie italienne, elle est tout cela. Et Laura Pausini, vous avez oublié. Mais quand même, tout ça aurait été trop convenu. Lucio Battisti, franchement, vous y attendez, Nicolas? Ah, donc vous avez fait des choix non convenus, c'est ce qui me semblait. Non, mais je trouve que c'est encore plus improbable, en tout cas, non? C'est vrai, et vous avez voir bien le deuxième fait. choix, il est non convenu non plus. C'est vrai, un deuxième choix musical de notre invité. Je connaissais Nicolas. pas, mais je suis ravi de découvrir Silver, Wham Bang Schlang Lang. Silver. Groupe de country rock américain fondé au début des années 70. Elle a voulu nous étonner, nous épater. J'ai des goûts improbables. C'est surtout ça. C'est super. John Batdorf, chanteur principal, Brett Midland, Tom Lydon, Greg Collier et Nelu Cohn. Chanson comme la précédente de 1976. Il faut croire qu'il s'est passé quelque chose cette année-là pour Nathalie. C'était quoi, la sécheresse? Écoute, un coup de chaud. C'est ça. C'est ça. Cette musique, comme la précédente, évoque le voyage, l'ailleurs, la ligne de fuite, ici peut-être sans doute, les grands espaces américains. Nathalie a été, de par son métier ici, à BFM pendant des années, Europe 1 et maintenant Canal+, une incarnation de la curiosité, le fondement de tout journalisme, bien sûr. Que les sujets, ici plus sur l'histoire des relations israélo-palestiniennes,
ou à BFM sur l'actualité davantage centrée sur les questionnements français. Maintenant, en aparté sur le voyage intérieur des personnalités invitées à l'intérieur de l'appartement Plateau. Cela reste du voyage, de l'échappée et donc du journalisme. Journalisme né avec Albert Londres qui sillonnait la planète pour raconter l'état de notre terre. Vous nous donnez avec ce wham, bam, shang, lang du groupe Silver envie de chevaucher une cylindrée ou un Vélib et de partir à la conquête de je ne sais quel trésor dans la lueur vespérale des collines du Colorado. Ouais. Merci pour ce choix. En tout cas. Thank you very much. Et un troisième choix, non, franchement, alors, il faut quand même, pardon, je peux juste Bien dire sûr. un mot. Non, c'est juste que je ne connais absolument rien d'autre de Silver que ce morceau. Il faut quand même que je vous le dise. Parce que je suis une nomade en musique. Je pioche en fait là où cela m'arrange, où ça me convient, où c'est mélodieux et émouvant. Et Silver, c'est une des chansons d'un de je sais plus quel épisode, mais l'univers Marvel, ça vous parle? Oui. Bon bah voilà, c'est simplement un des morceaux, je crois, des Gardiens de la Galaxie. Donc vous voyez un peu la référence en fait, ça nous ramène là. On va parler encore d'un troisième choix musical qui n'a rien à voir pour le coup. Mais non, Sia, Thunderclouds. Ah oui. Ouais, Sia. Vous voyez quand même. On peut danser un peu si on veut. Sia featuring Labyrinth, Sia and Diplo, LSD, bravo Nathalie Lévy, ça ne m'étonne guère de la part de J'assume. vous. Souvent là, on ne vous attend pas décidément. Sia Furler, dite Sia, née à Adélaïde, Australie, après des débuts avec le groupe australien Crisp. Elle mène une carrière solo depuis 2000, elle participe à un bon nombre de singles, Titanium, David Guetta, Diamonds avec Rihanna. 2014, c'est la consécration avec son 6e album 1000 Forms of Fear, 1000 formes de peur, première du Billboard 200, le classement des ventes d'albums aux States. L'album se vend donc par millions, sa chanson Chandelier est un hit mondial. Vous auriez peut-être un peu de mal, ma chère Nathalie, à recevoir Sia dans l'appartement d'en aparté, puisque depuis 2014, elle ne montre plus son visage sur scène ou en interview. Ne la mettez pas en défi, hein. Elle peut le faire. Mais là, elle le dissimule la plupart du temps sous une perruque de couleur blanche et noire. Son souhait de ne pas montrer sa tête afin de protéger sa vie privée et par son choix de ne pas adopter le mode de vie d'une célébrité. Elle dit « J'ai droit à un minimum de vie privée, je n'aime pas non plus être montrée du doigt ou que les gens voient si j'ai pris ou perdu 5 kilos ou si l'une de mes extensions capillaires s'est détachée ou mon fond de teint a été bâclé. Il n'y a qu'une seule elle dit en américain, il n'y a qu'une seule exception, je le ferai, c'est pour Nathalie Lévy. En aparté, je l'aime vraiment beaucoup. » J'ai rajouté ça vous fait plaisir? C'est génial, j'adore ça, cette spéciale dédicace. On sait, Nathalie Lévy, que votre choix cinéma, Festival de Cannes oblige, c'est Jeanne Dubarry, le dernier Maïwenn. On va pas avoir le temps d'en parler, mais par contre, on va parler choix littéraire, parce que je sais notamment que vous êtes marraine d'une association, Lecture pour tous, qui lutte contre l'illettrisme, mais aussi que vous êtes marraine du Festival des livres des artistes créé par Françoise Madja en 2015. Vous y serez notamment le 17 et 18 juin prochain, et vous avez donc un livre fétiche. Oui, livre fétiche, Delphine Arbaud-Pariante. Chez Grasset. Chez Gallimard. Chez Gallimard, pardon, c'est vous qui avez raison. Dans la collection blanche. Ouais. Une nuit après nous, et qui signe avec ce primo-roman une entrée en littérature remarquée et remarquable. C'est l'histoire de... On a le temps, Cyrielle ? Allez-y, on a une petite minute. C'est l'histoire de Mona, 46 ans, en couple avec Paul depuis 12 ans, 3 enfants dont 2 d'un précédent mariage et qui rencontre il y a quelques mois auparavant, un cours de tai chi Vincent, qui devient l'amant. Il l'écoute comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il l'écoute tellement bien qu'il fait ressurgir à la surface des souvenirs jusque-là enfouis. Mona s'éveille à elle-même, l'indifférence de sa maman, la relation au père, très dure. La famille juive séfarade qui quitte la Tunisie dans les années 60 pour Marseille, l'inceste. Et je cite l'autrice pour que vous découvriez un peu le merveilleux style. J'ai cru que l'événement de ces dernières semaines, c'était ma rencontre avec Vincent. Mais sur ce chemin qui me menait à lui, j'ai retrouvé la mémoire, remis les mots à leur place. Et en ouvrant la trappe où j'avais jeté mes souvenirs, la petite est revenue. Elle attendait, l'oreille collée à la porte de mon existence. Et dans les mots qui viennent, puisque la vie c'est des choses que nous ne savons pas, c'est elle que voilà, dans son petit maillot rouge retenu par un nœud, sur les hanches, debout devant moi, parfaitement net, cet enfant, c'est moi. Je viens te chercher. Ouais, et c'est formidable. Elle écrit tout en métaphore et en allégorie, et c'est tellement pas convenu. En fait, on est surpris de page en page, et c'est pas du tout une histoire d'amant, maîtresse, etc. Il faut le lire. Cette femme est incroyable, et j'aimerais bien que ça devienne un film également. Enfin, en tout cas, c'est un livre vraiment à découvrir. À découvrir, ce livre, c'est
Une nuit après Nouche dans la collection blanche Gallimard, Delphine Arbaud-Pariante. Arbaud-Pariante, c'est noté. Merci beaucoup Nicolas Rafal. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est le journal de l'information et on revient pour la suite de cette émission sur Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Venez célébrer Shavuot dans la nuit du 25 au 26 mai à partir de 18h30 dans les synagogues parisiennes de Judaïsme en Mouvement, Beaugrenelle, Copernic et Pelleport. Rabbins, journalistes, philosophes, scientifiques et écrivains vous attendent pour célébrer le don de la Torah. Le thème, la transmission de génération en génération, avec Delphine Orviller, Caroline Eliachev, Gérard Haddad, François Racheline et Marc-Alain Waknin. Programme et réservation sur judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyril, à la une en Israël, Yom Yerushalayim sous haute tension pour les forces de sécurité alors que le début de la marche des drapeaux se déroule en ce moment à Jérusalem. Les marcheurs ont commencé à arriver il y a quelques minutes dans la vieille ville. L'itinéraire devrait traverser le quartier musulman comme chaque année. La plupart des participants sont des adolescents religieux dont beaucoup sont venus en bus des yeshivot et des séminaires pour participer à l'événement. Un défilé sous haute sécurité selon la police. 10 personnes ont déjà été arrêtées pour troubles avant la marche. Les autorités ont bloqué les rues avant le défilé et recommandent aux commerçants du quartier musulman de fermer boutique. Des milliers de personnes participent cette année à la marche des drapeaux. Les détails avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Et oui, en effet, Jérusalem célèbre à partir de cet après-midi le 56e anniversaire de sa réunification. Au sein de la police, on a pris des mesures afin de permettre le bon déroulement de l'un des points d'orgue de cette journée, la traditionnelle marche des drapeaux. Des milliers de policiers et gardes-frontières israéliens sont déployés depuis ce matin dans la vieille ville de Jérusalem et aux alentours pour garantir la sécurité des dizaines de milliers de participants à cette marche des drapeaux. Le parcours de cette marche est le même que d'ordinaire. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Une journée redoutée par les forces de sécurité car elle est synonyme de tension entre Israéliens et Palestiniens. Pour la communauté arabe, ce défilé sonne comme une provocation. Le Hamas a d'ailleurs menacé l'événement sur les réseaux sociaux. Toute violation de ligne rouge signifiera que la résistance aura son mot à dire. C'est ce qu'a déclaré le groupe terroriste qui invite les fidèles musulmans à se rendre à la mosquée Al-Aqsa aujourd'hui. L'unité des ballons incendiaires de Gaza a d'ailleurs annoncé qu'elle reprendrait ses activités aujourd'hui. Le porte-parole de la police, Eli Levy, affirme de son côté qu'aucune menace concrète de tir de roquettes n'existe à ce stade. Au chapitre politique, alors que les négociations pour un compromis sur la réforme judiciaire continuent à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait une proposition de compromis à l'insu du ministre de la Justice. La proposition du chef du gouvernement stipule que le comité soit composé de 11 membres, 5 issus de la coalition, 5 de l'opposition et un juge à la retraite qui aurait une voix prépondérante et serait nommé par le ministre de la Justice. Les opposants à la réforme judiciaire appellent Benny Gantz et Yair Lapid à se retirer des négociations. L'actualité internationale en Tunisie, le président Kais Saied prône la tolérance et s'engage à protéger les juifs du pays. C'est ce qu'il a affirmé hier lors d'une rencontre avec des dignitaires juifs, musulmans et chrétiens, une semaine après l'attaque de la synagogue de la Griba à Djerba. Il a assuré que l'enquête pour déterminer les commanditaires de cette attaque avançait, mais il a refusé de parler d'attentats antisémites. L'actualité en France, le gouvernement veut indemniser les voyageurs pour compenser un trafic très perturbé par les grèves de ces derniers mois. Annonce du ministre des Transports Clément Beaune ce matin sur France 2. Mais attention, tous les trains ne sont pas concernés. Il s'agit uniquement des intercités, à savoir les trains de grande ligne hors TGV. Et seuls les voyageurs fréquents pourront bénéficier de cette indemnisation. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. Kiev fait état de frappes sans précédent sur la capitale pendant la visite d'un diplomate chinois tôt ce matin.
Des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne et des drones de reconnaissance ont ensuite survolé la capitale ukrainienne. L'analyse de Bernard Guetta, géopolitologue et député européen. Qui était à Kiev? Le représentant spécial chinois. Le représentant chinois. Alors, il y a deux conclusions. Ou bien là, Monsieur Poutine envoie le signal à Monsieur Xi Jinping que son représentant, son intermédiaire, il n'en a rien à faire pour rester poli, pour le dire poliment. Ou bien, tout simplement, il y a une telle pagaille aujourd'hui dans le commandement des opérations, le commandement politique et militaire des opérations russes en Ukraine, que tout simplement, ils n'ont pas pris en compte le fait qu'il y avait un émissaire chinois de haut rang dans la capitale ukrainienne. Le géopolitologue Bernard Guetta sur LCI. Et merci beaucoup Alexandra Sénigon. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une petite pause et c'est la suite de notre émission avec mon invitée Nathalie Lévy sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 pour l'invité politique. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Radio J. Salut, c'est Nina Azoulay. Je vous retrouve pour mon spectacle le samedi 20 mai à 21h30 à l'Apollo Théâtre de Paris. En fait, je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont hyper sexy, qui sont hyper belles. Vous savez, c'est le genre de meuf qui sent la féminité. Moi, je sens la brioche. Vraiment, c'est... Retrouvez-moi dans tous les comédie clubs parisiens, mais aussi sur mes réseaux sociaux, nina.azoulay. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek en 1913, rouvre enfin 80 ans après sa fermeture. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins, salle VIP pour des événements intimes. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci beaucoup de votre fidélité avec notre invitée Nathalie Lévy pour son livre Chers grands-parents aux éditions Albin Michel. Et un petit mot de Michel Zerbib, Nathalie Lévy qui dit grand bonjour à vous deux de la part de Michel Zerbib, ou encore Diane qui dit si vrai, nos grands-parents ont tout ce que nous cherchons à nous donner et nous les mettons trop souvent de côté face au tourbillon de nos vies. Ouais, je les embrasse tous les deux et c'est très joliment dit d'ailleurs. Je suis bien d'accord avec vous. Tout de suite, on va sourire et on va vous croquer, Nathalie Lévy, puisque c'est le coup de fourchette de Sam Bérébi qui vous mijote sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans pain. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle. Bonjour Nathalie, ça va ? Bonjour Sam, oui j'attends, je dirai après si ça va. Alors j'ai choisi un plat pour ce coup de fourchette.
pas du tout calorique, diététique. Les aubergines à la parmigiana. Ouais. Moi j'ai une question déjà à vous poser. À part de l'huile, il y a quoi dans ce plat? Je suis d'accord. Je souscris. C'est bon, hein, c'est bon ou pas? Tu donnes ça à un Ashkenaz, il est hospitalisé direct, quoi. Non. Bien joué. C'est vrai. Non mais je crois que de toute façon tous mes plats favoris ou tout ce que j'aime, c'est l'Italie. C'est vrai que non, c'est pas nécessairement l'Italie. C'est pas nécessairement l'Italie, mais de toute façon c'est trop riche. D'une manière ou d'une autre. Non mais c'est un bon plat. Moi j'en ai mangé en plus il y a pas longtemps de ce plat devant votre émission. Alors je profite de vous voir. Voilà, je voulais dire en face, au nom de moi, je suis tombé amoureux de votre voix. C'est vrai? Ah ouais, franchement, moi je vous le dis, c'est la voix la plus belle de France. C'est sympa. Et maintenant que je suis assise à côté de vous, ça va? Là, je suis pas bien du tout là. Là, je suis pas bien du tout. Ah ouais. C'est quoi, c'est l'indigestion là? Moi, je veux percer dans le milieu juste pour être interviewé par la voix de Nathalie Lévy. Hein. Même ma copine, elle m'a dit Samuel, je te sens distant en ce moment. Qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit t'as pas la voix de Nathalie Lévy. Voilà, c'est ça ce qu'il y a. Je te dis. En plus, je sais que votre voix, vous avez pas toujours été à l'aise avec, non? C'est vrai. C'est vrai. Vous étiez un peu. Quand on est ado, quand on est jeune, on a juste envie d'être dans le moule, de ressembler aux copains, aux copines, enfin surtout aux copines, et puis voilà, d'être dans les codes parfaitement linéaires, voilà. Et puis moi j'avais une voix qui faisait qu'on me distinguait un peu. J'étais pas très à l'aise. On m'a appelé parfois monsieur au téléphone. Bon, c'est pas hyper agréable. Enfin, c'est déroutant. Donc voilà, surtout quand on est ado et qu'on se cherche. Voilà. Et puis très vite j'en ai. Moi je vous dis une très belle voix. Et surtout qu'il y a des gens qui ont des voix qui sont adaptées à leur physique. Par exemple, Enrico Macias. T'entends sa voix, tu dis pas c'est un breton, un blond. Voilà, tu sais que c'est Enrico Macias, tu le sens. Et il y a des gens, tu les connais pas, mais tu les entends au téléphone, à leur voix, t'imagines comment ils sont. Moi, mon encadrante de stage, je la connaissais pas, elle m'a appelé au téléphone, elle avait une voix douce, donc je l'ai imaginé. J'arrive, une déception. Je pense qu'il y a eu un problème de synchronisation, c'était pas accordé, il y a eu un truc. C'est terrible. C'est ça. En plus, le stage, c'était pas ouf en plus. 9h30, j'arrive, et il dit Samuel, on va faire un point. J'ai dit non, on a déjà fait hier le point. Non, on va faire un point maintenant. Là, il t'enferme dans une salle. Tu connais 9h30 les bruits digestifs? Tu connais cette connerie? Tu dis faut pas que ça sorte. Et là, ça sort. Et là, t'as le petit réflexe, tu vois, pour sortir. Je vois très bien. Et là, il fait un discours des réunions. Et là, il finit. On est good pour toi, Samuel. Et là, je le regarde dans les yeux. Je me dis, est-ce que si je lui fous une baffe dans la gueule, est-ce qu'il peut se passer quelque chose de grave? Non, mais franchement, c'était pas facile ce stage. Je vais parler d'un sujet aussi qui est important pour vous, c'est les grands-parents. De votre histoire, votre grand-mère. J'ai écouté votre histoire, j'étais très ému. Et ça m'a rappelé ma grand-mère aussi, parce qu'on se relaye aussi chez elle pour l'aider. On a même installé des caméras chez elle pour la surveiller à distance, parce qu'elle tombe. Bien sûr. Alors que dans une famille normale, ça passe. Dans ma famille, c'est un spectacle de malade mental. Ah non. Toutes les minutes, t'entends dans la caméra, maman, ça va, maman, qu'est-ce que t'as? Elle est là sur le canapé en train de regarder des films, elle a rien demandé, je te jure. Je vois très bien. Le problème, c'est quand tu vas chez ta grand-mère, t'es bien parlé sur les gens de la famille, c'est normal. Et tout le monde sur entend. les cousins. Au moindre bruit, ma mère, je peux pas parler. La dernière fois, je dis un truc dans l'oreille de ma grand-mère sur quelqu'un de la famille. Elle dit c'est vrai qu'elle fait de la peine. Je lui dis mamie, chute, ça va, ils savent pas de qui on parle de toute façon. Non, franchement, ces caméras, c'est pas facile. Mais c'est très utile, mais j'adore. Ça doit nourrir vos bien, repas du vendredi. Non, mais ça déstresse ma mère, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas. On peut plus parler. Là, ça a fait des embrouilles dans la famille. Je vois bien. Plus personne se parle là, c'est devenu une catastrophe. En tout cas, merci beaucoup. Et je voulais vous dire que le travail que vous avez fait sur les grands-parents, de mettre en lumière les grands-parents, j'ai beaucoup aimé et beaucoup de réussite. Merci Sam, et longue vie à votre grand-mère. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Sam Bérébi. On vous retrouve sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y et dans plusieurs comédie clubs parisiens également évidemment. En replay sur le YouTube de la radio, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À jeudi prochain sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Nathalie Lévy, tout de suite on va passer à la séquence tac au tac, 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots, on va tenter cette expérience ensemble, c'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Nathalie Lévy? Mon Dieu, non mais c'était terrifiant. La recette de l'amour, c'est beaucoup de compréhension, beaucoup de patience et je pense une sorte de... Et pourtant je prenais pas ça il y a quelques années, mais selon moi, en définitive c'est quand même la clé, c'est d'avoir son espace intérieur, mais aussi son espace, ses mètres carrés. C'est indispensable. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Le ou les sujets qui me préoccupent le plus en ce moment, j'allais dire l'actualité ou plus tout. Vous répondez ce que vous voulez.
Non, évidemment, je me questionne beaucoup sur ce qu'on va laisser à nos gamins quand on voit l'intelligence artificielle, quand on voit les dégâts que ça peut générer, quand on voit à la fois les possibilités que ça autorise, mais voilà, est-ce qu'on sera en capacité de contrôler tout ça? Comment? Donc voilà, je m'interroge beaucoup en tant que maman sur l'avenir de ma gamine, et je me dis que ce que je lui donne aujourd'hui, au moins ça c'est acquis, parce que son avenir il est possiblement compliqué, mais même en termes de mutation des métiers, vous voyez, il y a des métiers qui vont disparaître parce qu'ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Il y a plein de métiers aujourd'hui aussi qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se profiler, et donc voilà, ces mutations là elles me font un peu froid dans le dos. C'est normal, ça participe bien sûr d'une société en mouvement, mais voilà, je me questionne pas mal là-dessus, effectivement. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Je serais qui ou quoi? Je serais... Alors c'est marrant parce qu'on parlait de Jeanne du Barry tout à l'heure. Oui. C'est vrai que j'ai une forme j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour une créatrice, parce que c'est vraiment une créatrice, une autrice, une femme très complète et en même temps très étonnante. Maïwenn, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui m'interroge. J'aime les artistes. J'aurais adoré chanter en fait. Pour être tout à fait exact, j'aurais adoré faire du cinéma. Voilà. Donc vous voyez, je vous parle de Maïwenn, mais au fond, j'aurais adoré ça. Mais vous pouvez toujours, puisque vous allez quelque part prendre cette voie d'une manière différente, avec peut-être la réalisation justement. Oui, mais bon, je pense que voilà, ça dépassera pas ce. Actrice donc. Ouais, je crois que j'aurais adoré. Actrice. Ouais, j'aurais adoré ou chanter, mais j'aurais adoré être davantage encore dans l'artistique. Vous savez, Nathalie Lévy, on va un peu s'éloigner, mais moi je pars du principe que tous les journalistes quelque part ont une part artistique qui n'a pas été dévoilée et qui reste à l'intérieur, bien cachée, mais c'est une manière aussi d'être sous les projecteurs quand on est journaliste. C'est mon avis. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour quelqu'un? J'ai fait plein de trucs dingues. J'ai fait des trucs improbables. Alors, je sais pas si c'est pour quelqu'un vraiment ou pour trop. Enfin, je sais pas. Mais j'étais plus jeune. J'étais ado. Je suis allée dans des... Non, c'est improbable, mais je sais pas pourquoi je pense à ça. Gamine, enfin ado, j'étais très amoureuse d'un garçon qui vivait dans un endroit... un peu dangereux, enfin pas forcément une évidence comme ça pour moi, et bon, j'y suis allée, j'ai bravé les dangers avec une amie, on n'avait pas de coordonnées précis, on a enquêté, voilà, j'ai toujours eu ce petit côté d'ailleurs un peu détective privé. C'est ça. Oui, ça c'est vrai. L'enquête. J'aurais adoré être détective privé par ailleurs, donc voilà, je l'ai fait, y compris dans des moments des mois. C'est pas indissociable de notre métier d'ailleurs, quand on enquête, on est un peu sûr. détective. C'est complètement ça, ouais. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Nathalie Lévy? Je sais pas, peut-être me dire que je sais pas, là vous me prenez de court, c'est piégeant. J'aimerais qu'on me dise que tu es brillante, tu es géniale, tu es généreuse, tu es humaine. Alors, je pense que je suis humaine. Franchement, je pense que je suis à peu près généreuse. Encore que mon mari me dit que je suis dépourvue d'empathie. Bon, ça doit dépendre avec qui. Oui. Non, j'aimerais qu'on se dise que, effectivement, qu'il y a chez moi une sorte de, je sais pas, il y a du sens. Il y a du sens et un tant soit peu de profondeur. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Alors, ma fille, je suis une maman louve. Voilà, donc je passais du temps avec elle à l'infini, être complice avec elle, enfin en tout cas qu'elle nous voit comme un duo vraiment. Alors je suis pas une maman copine, c'est important de faire la différence, mais une maman complice j'espère. Donc elle en priorité absolue, bien sûr ma maman. La famille. La famille avant tout, indéniablement, incontestablement. Voilà, j'ai un époux qui est extrêmement patient et qui me nourrit aussi beaucoup par lui, sa curiosité et ses goûts, qui sont souvent très différents des miens. Voilà, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime les embarquer, j'aime partager, lui faire découvrir une capitale européenne. Enfin voilà, aller comme ça de ci de là à travers le monde et partager ça. Et voilà, en gros, et puis tomber amoureuse d'un livre. Enfin, ou d'un film. Ah, ça c'est important. Votre surnom, Nathalie Lévy? Mon surnom? Oui. Alors, on m'a appelé Nataloche beaucoup, mais plus jeune.
Voilà, on m'a appelé beaucoup Nataloche dans ma famille, mais aussi quelques amis. Voilà, et puis sinon, non, je crois que c'est ça tout. nous convient. Votre philosophie de vie, qu'est-ce que c'est ? Vaste sujet. C'est de ma philosophie de vie. Vous savez, il y a un truc chez nous quand même. Dans cette résilience des femmes chez nous, chez moi, de ma grand-mère en particulier, c'est quand même, t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, t'avances. Donc j'ai un peu quand même cette culture-là. J'ai pas tellement le temps ni la latitude pour me poser, m'écouter, ce que je devrais certainement faire, c'est évident. Voilà, le divan, j'aime bien y installer différentes personnes, mais moi c'est pas mon truc. Donc ma philosophie de vie, c'est de continuer d'avancer avec mes valeurs, avec mes croyances, avec aussi mes ratures et que ces ratures et ces brouillons y touchent et qu'ils imprègnent certains pour lesquels j'ai du respect et de l'envie aussi. Tout en transition, le prochain rêve à accomplir. Oh là 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 là, mon Dieu. Je sais pas si je mets ça dans la catégorie du rêve, mais en tout cas, effectivement, la réalisation, c'est vraiment de ça dont j'ai envie. Et enfin, le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans votre vie. La dernière phrase que j'ai, sans doute que j'y suis arrivée. Et on continue à y arriver, on s'intéresse à votre santé avec Serge Rafal. Radio J. 15h, 16h30. Non mais pour moi. Cyrielle Sarah Cohen. À votre santé. Bonjour docteur Serge Rafal. Vous ne pouviez pas, Serge, choisir un autre sujet pour notre invitée Nathalie Lévy, qui constitue bien sûr l'exemple parfait de ce qu'est l'aidant. Vous souhaitiez à la fois rendre hommage à cette partie très importante de la population qui se consacre à cette tâche noble, parfois ingrate, et qui en subit souvent les conséquences dans ce que vous, les médecins, appelez le syndrome des aidants, et en même temps leur prodiguer quelques conseils utiles, je crois savoir. Oui, c'est difficile parce que Nathalie est véritablement un exemple avec une sublimation de l'aide. Merci Serge, mais beaucoup, non, on est loin du compte. Mais pour beaucoup, c'est une nécessité, c'est beaucoup d'amour. Et tout à l'heure, Nathalie, vous avez parlé de passion totalitaire, de dépendance affective, qui sont des termes quand même très très forts. Alors, c'est un sujet de santé publique grave, ça concerne 9 à 11 millions de personnes au bas mot. Le nombre est vraisemblablement sous-estimé parce que beaucoup le font. Oui, ne savent même pas qu'il y a un statut, des droits, etc. Qui sont aidants. Et puis avec le vieillissement de la population, on est actuellement autour de 20% de plus de 65 ans, et d'après les épidémiologistes, dans les années 2050, 30% vraisemblablement, soit 22 millions de personnes. Et à tout moment, nous pouvons être un aidant. Ah oui, un jour. Moi, je dis toujours un jour aidant, un jour aidé. Voilà, je suis probablement plus près moi que vous, mais tout le monde peut effectivement passer de l'un à l'autre. Et c'est justement ça. Comment on peut définir ce qu'est un aidant ? Alors, un aidant, il y a des définitions. Alors, on a parlé de l'aidant familial, du jeune aidant, du proche aidant. Enfin, Nathalie connaît ça très très bien. Alors, il y a eu une définition qui a été donnée en 2017. Donc, une personne non professionnelle, bénévole, qui accompagne et vient en aide de manière régulière et fréquente à un proche, un malade, une personne en perte d'autonomie, en situation de handicap, pour accomplir tout ou partie des activités de la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a un profil ? Oui, il y a un profil. Il y a maintenant des études qui ont été faites. Alors, longtemps, ils ont été invisibles. Alors, on l'avait pas, mais enfin, on commence maintenant à s'y intéresser et ils sont mieux connus, je dirais, reconnus. Dans 2/3 des cas, Cyrielle, ce sont des femmes. Et des femmes actives de surcroît. De 49 ans. Et dans les dernières statistiques, il y a 500 000 personnes quand même qui sont entre 18 et 24 ans. Donc, un rajeunissement. Et près de 2/3, ça vous le savez, concilie la vie professionnelle et l'activité d'aidant, ce que vous avez fait admirablement. Est-ce que docteur Serge Rafal, vous pouvez nous parler de ce fameux syndrome qui est le syndrome de l'aidant ?
Ben oui, c'est pas toujours aussi facile que le décrit Nathalie. Nous, en tant que médecins, on est amené à voir très très régulièrement ces patients qui se trouvent dans cette situation, parfois qu'ils l'ont voulu, parfois qu'ils peuvent pas l'éviter. Et de l'épuisement, du surmenage est décrit dans 2/3 des cas. Du stress chronique, des troubles du sommeil, enfin le cortège de symptômes, mal de dos, prise de poids, une kyrielle, je dirais, de symptômes. Donc c'est pas si facile qu'on peut l'imaginer. Mais je crois, pardon docteur, mais je l'ai toujours mentionné, et Dieu sait que ma maman, typiquement, on a fait les frais, des vertiges, la maladie de Ménière, le dos, alors la charge mentale bien sûr, mais la charge physique elle est incontestable, on est bien d'accord. En conclusion, docteur Serge Rafal et peut-être Nathalie Lévy en complément. On pourra peut-être effectivement demander à Nathalie, quand on connaît la difficulté, la douleur morale, parfois le sacerdoce que peut représenter l'accompagnement d'une personne âgée, non autonome et handicapée, on se rend compte que ce sont des êtres vulnérables qui doivent bien prendre soin d'eux et dont nous devons absolument prendre grand soin. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal. Peut-être quelque chose à rajouter, Nathalie? Non, c'est vrai que le statut des aidants, il est de plus en plus visible, même si ça reste vraiment des petits pas de fourmi. L'aidant, il doit être accompagné aussi. Il y a de plus en plus. Voilà. Il y a un numéro qui est important, exactement. Le 0800 360 360. Les aidants peuvent appeler ce numéro. Voilà. Et je pense que c'est par là que passe le salut de l'aidant. C'est effectivement quand il a aussi du temps pour lui et qu'il peut être entouré lui-même. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Nathalie Lévy, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, c'est avec Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Judith. Nathalie Lévy. Enchantée. Pareillement. Et voilà. Bon, ça commence bien. Voilà. En plus, vous étiez à Jérusalem, vous connaissez Daniel Kriegel. Ça va. Jérusalem. Bon, ça va. C'est ma voisine. C'est vrai. Voilà. C'est drôle. Ça va. Alors, il y a une case cochée. On pourra en parler. Oh là là, on en a plein. Alors, sinon, je commencerai par ce tac au tac, qui est vraiment très particulier, parce que d'habitude, les gens répondent par un mot, une phrase, mais alors maximum. C'est vrai. Et alors là, vous aviez tellement de choses à dire pour chaque chose, et puis une petite hésitation, non ça, mais aussi ça. Donc j'entendais les 1000 vies de Nathalie Lévy. Non, mais surtout j'ai l'impression d'avoir été bavarde à souhait. Alors non, mais c'est marrant, parce que je pense que justement la parole, c'est vraiment au cœur de ce qui vous caractérise. D'abord parce que on dit toujours que les femmes n'ont pas le droit au chapitre, qu'on n'entend pas beaucoup leur voix. Donc dans cette merveilleuse histoire que vous racontez, dans cette lignée matriarcale, cette grand-mère à qui vous donnez donc une voix, qui elle était plutôt en retrait puisqu'elle s'est sacrifiée, on pourrait dire comme ça. À 29 ans, elle aurait pu tellement refaire sa vie. Et puis finalement, non, elle se consacre à ses filles et puis à ses petits-enfants, à vous, sa petite fille. Donc on a l'impression que voilà, vous avez magnifié un parcours qui d'habitude est justement extrêmement minorisé, puisque ça s'appelle, on sait pas, une femme au foyer, ou une femme qui ne fait que s'occuper de ses enfants. Et là, tout d'un coup, ça devient merveilleux. Elle transmet tellement de force, de valeur. Enfin, vous dites tellement de choses d'elle extraordinaires. Hein. C'est votre armature, votre patrimoine, votre capital. Là, voilà, vous avez magnifié ce parcours de femme qui, je pensais à ça. Même dans le texte, puisque on fait parfois les femmes, les héroïnes dans les textes juifs, elles sont pas pléthores, elles sont souvent les femmes d'eux, les filles d'eux, les sœurs d'eux. On pense à Myriam, bien sûr. Mais enfin, elles ont quand même quelque chose en commun, c'est que on leur accorde d'être prophétesse. Donc prophétesse, c'est quand même prêter sa voix, c'est donner sa voix pour transmettre quelque chose de fort, d'important. Et moi, je trouve que là... ça vous rejoint beaucoup. En aparté, on peut bien dire que vous prêtez votre voix, puisqu'on ne voit pas votre visage. Donc là, vraiment, vous êtes capable de vous mettre en retrait et de pouvoir être là. Alors, vous ne parlez pas beaucoup dans aparté, hein, parce que là, aujourd'hui, quand on vous écoute, vous avez un tas de choses à dire. Donc, je comprends que vous ayez envie d'écrire des bouquins, que vous ayez envie de faire un film, tout ça. Et encore une fois, dans ce livre-là, vous prêtez votre voix, puisque vous allez interviewer
rencontrer des gens qui vont eux-mêmes se raconter et raconter ses grands-parents. Aussi, cette idée que les vieux, les vieux, ça y est, ils ont fini, on n'a plus rien à faire avec eux, on ne doit pas les écouter, enfin, ils ont rien à dire, ou donc là, ils radotent. Et là, avec vous, hop, à nouveau, cette magnifique voix qui vient jusqu'à nous, de votre grand-mère, de mère en fille. Et puis alors, vous aussi, vous avez fait une fille. Bon, j'ai envie de dire... La boucle se boucle. Et voilà, alors vous avez dit que le divan, c'était pas pour vous. Moi, je dis, on sait jamais, il y a encore du temps. Merci beaucoup. C'est ça, d'accord, okay. Ah non, c'est pas un conseil. Merci Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur l'antenne de Radio J. Pardon parce que le temps passe trop vite dans cette émission. C'est la fin de cette émission avec vous, Nathalie Lévy. Vous êtes venue pour ce livre, Chers grands-parents, aux éditions Albin Michel. Merci pour cet échange. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Philippe Sinclair à la réalisation aujourd'hui et rendez-vous lundi sur l'antenne de Radio J.